Architecture du trouble. Une émission qui explore la santé comme fait social et politique. Si le trouble, le soin et le monde se construisent, comment les repenser pour qu'ils deviennent plus justes et solidaires? Paroles croisées de personnes concernées, de soignantes, de chercheuses, de praticiennes, des récits, des luttes et des savoirs qui soignent. Mathilde Monfreux, danseuse et chorégraphe, travaille sur le corps et la relation avec précision et liberté. Elle partage son parcours, ses pratiques, ses questions autour du care. Une conversation sur le contact, l'improvisation, le consentement et les contextes du soin. Oui, je peux me présenter un peu, sans faire tout l'historique, mais raconter un peu, ouais. Bon, en tout cas, moi je suis Mathilde. Oui. Voilà. Je suis blanche, j'ai 49 ans. Et j'habite à Forcalquier. Et je danse, je fais de la performance. En ce moment, je m'amuse à dire que je suis somactiviste. Une forme d'activisme qui prend appui sur une relation, une certaine relation à la présence, où le corps est investi. Mmh. Et pendant un temps, j'essayais de vendre des spectacles. J'y arrivais un peu, mais c'était du labeur, mais j'y arrivais un peu. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est plus du tout la question du spectacle que je mets au devant, mais plutôt la question de créer des espaces et des contextes où la pratique artistique vient rencontrer une relation au soin, au care, sur une base d'un positionnement politique qui a envie d'intégrer dans la danse et dans l'art, on va dire, des manières de faire qui sont pas dominantes et qui viennent questionner, qui ont un désir de transformer certaines... d'avoir un impact et de soutenir des transformations sociales dans une direction qui m'intéresse. C'est ça que tu appelles situé ou politiquement ancré ou quelque chose comme ça? Oui, en tout cas, oui, c'est ça. Un exemple concret, je peux comprendre. Par exemple, un exemple concret, c'est que moi, je suis devenue danseuse, ou je me suis sentie devenir danseuse et j'ai réussi à gagner de l'argent avec la danse grâce à une pratique qui s'appelle le contact improvisation. Et le contact improvisation en lui-même, en elle-même, cette pratique-là, en soi, elle est pas tant que ça politisée. Elle peut l'être si elle est pratiquée avec une certaine conscience. Et donc, du coup, moi, ça fait partie de mes outils. Donc c'est là. C'est comme si tu apprends à faire de la cuisine. Faire de la cuisine, c'est pas forcément un acte politique. Mais si tu le fais dans un certain cadre, avec certaines personnes et que... Avec des produits locaux. Des produits locaux. En tout cas, voilà, ça... Les choses, elles sont politisées parce que si on a envie qu'elles le soient et qu'elles le deviennent. Et donc, du coup, le contact improvisation, en soi, c'est pas un truc des plus révolutionnaires. En tout cas, ça l'a peut-être été un petit peu à une époque par rapport à certaines choses qui étaient mises en jeu. Mais aujourd'hui, cette pratique du contact improvisation, par exemple, si elle n'est pas pratiquée en conscience des rapports de genre, finalement, elle vient simplement reproduire... Elle peut être apolitique. Oui, complètement. Et voire même au service d'un système qui n'est pas celui que j'ai envie de défendre. Que là, dans la direction de où j'ai envie que le monde aille, il faut que j'utilise mes outils dans une certaine direction.
Parce que les outils, c'est juste des outils. Ils ne contiennent pas tous en soi un projet de transformation sociale. Parfois oui, mais... Et toi, tu as une démarche queer, vraiment clairement. Ben, en tout cas... Et inclusive et... Oui, j'essaye, même si des fois... Enfin oui, j'ai l'impression de le faire. J'ai l'impression de le faire. Ben moi, j'aimerais bien que tu nous présentes un peu c'est quoi les corps parlants. C'est ton association, je crois. Et particulièrement le dispositif participatif Carrying Bank Keys. Ben, en tout cas, ouais, le nom de mon asso, c'est les corps parlants. Je crois qu'à l'époque, le choix de ce titre, c'était témoigner d'une difficulté à me placer juste à l'endroit de la danse, parce que j'avais pas fait d'école, j'ai pas de diplôme en danse. Je me suis formée de manière autodidacte, j'ai pris plein de stages. Et en 2017, oui, j'ai fait un stage long pour jeunes chorégraphes. Mais du coup, je suis arrivée sur cette formation, par exemple, sans avoir de diplôme en danse, quoi. Et du coup, les corps parlants, je pense que c'était une manière de venir répondre au fait que j'étais pas tout à fait sûre de faire de la danse, mais que j'étais quand même assez convaincue que l'expression du corps pouvait... que le corps qui s'exprime, c'est un langage en soi. Que le corps, il avait des choses à dire. Oui, ou qu'en tout cas, qu'il y avait quelque chose du registre du langage. Oui, c'est ça. Que j'avais quelque chose à dire, quand bien même ce ne serait pas par les mots. Même si, en fait, finalement, il y a des pièces et des performances où j'utilise aussi beaucoup les mots. Mais en tout cas, j'avais l'impression que si ce n'était pas de la danse que je faisais... il y avait quand même une forme de langage et de choses qui se disaient, quoi. Donc j'avais nommé ça les corps parlants. Ok. Et après, les corps parlants, c'est un outil, voilà, c'est le nom de l'association loi 1901, très basique, mais qui est pas à la hauteur de ce que j'aimerais être en capacité de fabriquer en termes de collectif ou d'association. C'est un outil qui est surtout au service d'un travail personnel, finalement. Enfin, en tout cas, en tant qu'intermittent, en France, il y a un peu cette... l'association, elle nous permet en fait de venir répondre à des enjeux de statut, de salariat, de demande de sub. Toi, t'aimerais que cette association, elle soit... En tout cas, disons que autour du travail que je mène, il y a quand même des collaborations qui sont longues, fidèles, où il y a une dimension de collaboration, où il y a vraiment de la co-création. Donc il y a quand même tout ça, mais disons que Moi j'ai l'impression que tu es loin de travailler seule. Oui, je suis très entourée et entourée de personnes fantastiques. Je vais en nommer certaines. Oui. Alors Virginie Thomas, Laurian Houbé, Anne-Gaëlle Thiriot, Jérémy Damian, Liselotte Singer, Tracy Afonso. C'est Yasmina pluridisciplinaire, je la connais. Ouais. C'est pluridisciplinaire, vous avez plein d'approches différentes. Ouais. En tout cas, tout le monde aime bouger avec son corps, tout le monde aime sentir avec son corps. Après, parmi ces personnes, il y a Tracy qui fait beaucoup de vidéos, de lumière. Jérémy qui a aussi un bagage d'anthropologue. Virginie qui a plein de savoir-faire dans la relation aux objets, à la pensée, à plein de choses. En tout cas, on a tous et toutes plusieurs cordes à notre arc, mais on a tous et toutes un goût pour le corps en mouvement et le travail de perception, de sensation. Et donc il y a une dimension collaborative. Et après, voilà, il y a Mais on va dire que les corps parlants portent des projets dont je suis à l'initiative, quoi. Oui. Et autour de... Dans un de tes contenus, là, sur ton site, je ne sais plus quoi, tu parlais par rapport à la danse, tu parles de contamination. J'ai l'impression que c'est un peu ça, quand même. Tu contamines. Bah oui, et puis je me laisse contaminer. Je suis clairement sous influence. Enfin, je n'invente rien seule. Et je suis même assez poreuse. Oui, je pense que j'ai un goût pour tisser du lien entre mes imaginaires et ceux de mes collègues.
Le dispositif Kering Banquis, c'est une de vos créations collectives. Ouais. C'est une de nos créations et on va dire, pour moi, elle marque vraiment quelque chose dans mon parcours parce que je pense qu'elle réunit un goût de la transmission et un goût de la performance et du spectacle. Et du coup, Kering Banquis, c'est comme si c'était à la fois un dispositif qui a une durée ou des durées variables qui s'inscrit dans un espace qui invite des visiteurs, des visiteuses, et où il y a des performeurs, des performeuses. Mais Kering Banquis, finalement, c'est aussi comme une grande boîte à outils de laquelle on peut sortir des jouets ou plusieurs dispositifs qui ont parfois leur autonomie aussi. Et donc, pour donner un petit exemple, quand on va... parfois on est programmé dans un lieu et ça dure 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures ou parfois plus. Et les gens sont invités à venir dans un espace où dans cet espace, il y a une installation vidéo sur 3 écrans qu'on a fabriqués. C'est une installation vidéo qui montre un film de danse qu'on a fait avec un grand groupe de gens. Donc il a une dimension participative, ce film-là. En tout cas, disons qu'il est créé avec des gens qui ne sont pas forcément des professionnels de la danse ou du spectacle. Donc il y a une petite communauté de gens qui existent à l'image. Et puis il y a toute la communauté des visiteurs, des visiteuses qui partagent un moment dans lequel c'est un peu comme si tu allais soit dans une expo, soit dans un parc d'attractions sur le Caire, soit dans un colloque sur le soin enfin, en tout cas, c'est un espace hybride, quoi. Donc, t'as la vidéo, t'as des jeux relationnels avec les gens du public, t'as de la danse, régulièrement une danseuse, 2 danseuses, 3 danseuses qui traversent l'espace et qui dansent, mais on ne demande pas aux spectateurs et aux spectatrices, on ne lui dit pas qu'est-ce qu'il doit regarder. Donc, il y a toujours plusieurs choses qui se passent en même temps. Et l'idée, c'est de laisser passer la danse. C'est immersif. Ouais, c'est immersif. Les personnes se baladent et font les choix d'activités. Et dans ces activités-là, il y a regarder de la danse, il y a faire des petits jeux relationnels qui ne sont pas tout à fait de la danse, mais qui utilisent le toucher, qui utilisent des objets. Tout ça, c'est guidé. Les choses sont guidées avec des degrés de guidance plus ou moins directifs, quoi. Ça dépend. Quand le dispositif il existe dans son intégralité, il y a aussi une personne qui joue de la musique en live qui s'appelle Raphaël Dupire. Quand les contextes ne nous permettent pas de réunir toutes ces personnes-là, on fait des équipes plus réduites. Et maintenant, en fait, en ce moment, par exemple, je vends ce dispositif-là plutôt comme une intervention de médiation dans des EHPAD ou dans des foyers de jeunes adultes, dans des cadres de soins, où en fait on vient avec l'installation vidéo et plein d'objets, qui fait que ça transforme le lieu. Donc les personnes qui habitent dans ces lieux, pendant une semaine, en fait, le hall d'entrée ou la salle collective, elle va être transformée, donc ça va créer un décalage par rapport à la vie quotidienne. C'est des objets qu'on a envie de toucher, qu'on a envie de voir, qui donnent envie d'être en contact, de se mettre en contact. Quel genre d'objet ça va être ? Il y a beaucoup de coussins. Ça pourrait être un objet comme ça, mais c'est pas tout à fait ce... Là, je suis en train de montrer un autre objet avec lequel je travaillais à une époque. C'est un doudou. Qui s'appelle un Mitzi, un doudou. Mais cet objet-là que je te montre, qui est dans mon salon, ça c'est une sculpture molle qui a été créée par une autre plasticienne qui s'appelle Elisabeth Saint-James. En tout cas, par exemple, cet objet qu'on a sous les yeux, on voit qu'il est fait pour être touché. Il donne envie d'être touché, il donne envie de se l'approprier, de se mettre en contact avec. Et donc nous, on a créé d'autres choses de ce registre-là, mais plutôt des coussins, mais il y en a une quantité telle que du coup on a tout de suite envie de se mettre avec, se mettre dessus. Texture, matière. Voilà, il y a des textures, il y a des matières, il y a des couleurs, il y a aussi des costumes
où le public est invité à se costumer, à mettre des accessoires. Donc c'est un peu créer un moment de transformation. Et donc ce dispositif, maintenant, quand on le vend comme une intervention de médiation dans des espaces voilà, de santé ou de soins, et pour nous, ça nous va très bien en fait. Donc ce qu'on y fait, c'est entre de l'atelier, il y a une notion d'habiter un espace, être en présence dans un espace hospitalier et amener un petit pas de côté par rapport à la vie quotidienne. Donc il y a déjà une notion un peu de... On ne vient pas débouler et performer et se rendre et tout rendre spectaculaire, mais ça crée déjà, on va dire, un espèce de décalage et de questionnement sur voilà, c'est quoi le spectacle, c'est quoi l'action performative, c'est quoi l'atelier. Et tout ça, c'est dans l'idée de... Bah oui, de venir... Prendre soin. Ouais, oui, prendre soin, enfin déjà partager du temps, donner de l'attention à ces personnes-là, avec cette idée que, en tout cas, peut-être prendre soin, ça passe déjà par, offrir du temps, offrir de l'écoute. Et c'est pour ça que la forme des spectacles plus traditionnels, c'est complètement autre chose. En tout cas, nous, il y a un rapport au temps où on aime bien... pouvoir partager du temps, quoi. Et donc, voilà, dans Caring Banquise, il y a une dimension du spectacle, mais il y a une dimension aussi vraiment de l'atelier, de la médiation, de l'activité, avec du toucher, de la danse, des objets, des temps de conversation. On amène aussi de l'informel. Après, ça dépend des... Voilà, de... Le caring, c'est par rapport au fait de prendre soin. Ouais. Et banquise, pourquoi banquise ? Avec la danse et la danse contact, c'est comme si moi je m'étais focusée beaucoup sur le lien entre deux personnes, puis après le lien au sein d'une communauté, mais qui avait aussi un désir d'étendre l'idée du care et de l'attention à l'autre, à la question de l'environnement. Après, je dirais pas que je fais un travail... écologique, enfin en tout cas je suis pas spécialiste non plus du tout même des histoires d'écologie, mais disons qu'il y avait envie par le titre au moins d'ouvrir un imaginaire qui dépassait la question des humains, d'avoir envie d'intégrer aussi la question de la vulnérabilité de la banquise, enfin de la même manière qu'on travaille, nous on a l'impression d'avoir trouvé beaucoup de force ensemble en étant transparents sur nos vulnérabilités. Ben que oui, que la question de la banquise, par exemple, pour moi, c'est comme une image poétique, à la fois qui est immense, mais dans son immensité, elle est aussi très fragile. Donc voilà, je sais pas, c'est comme s'il y a beaucoup de choses autour de cet élément très spécifique de la banquise qui fond, qui est à la fois hyper puissante, qui est à la fois beaucoup plus vieille que nous, et puis qui en même temps est en voie de disparition et de danger. Enfin, je sais pas, voilà. C'est comme si j'avais envie qu'on soit relié à quelque chose de beaucoup plus grand aussi. En fait, il y a toujours aussi cette idée de... On voit une partie de la banquise, mais il y a aussi tout ce qu'il y a dessous. Et avec la question du spectacle et des processus de travail, on a souvent l'impression que le spectacle, c'est juste le sommet de la banquise, ou ce qui est... L'iceberg. Voilà, c'est juste ce qui est vu, mais que en fait, finalement, toutes les îles et tous les icebergs, ils sont reliés par du dessous, sous la mer. C'est tout ce rapport à l'invisible, finalement, qui nous relie, et que, du coup, les histoires de relations... elles tiennent pas que par les choses visibles, mais aussi par justement tout un endroit d'invisibilité du lien, mais qui en fait c'est peut-être dans cet endroit très invisible et souterrain qu'on crée de la confiance, qu'on est sur des racines communes. On écoute un extrait d'une installation vidéo immersive sur 3 écrans
qui fait partie du dispositif de Caring Banquise. C'est quoi la fac-thérapie? En fait, la fake-thérapie, c'est un jeu. En fait, c'est un jeu que moi, je reprends à ma manière. Mais ce terme-là, il vient d'une artiste italienne qui justement joue avec la notion de vraie fausse thérapie et de venir questionner qui a le pouvoir de soigner, tu vois. En fait, je les ai là, les cartes. C'est des cartes de quoi? De jeu, de fake-thérapie. Mais ça, c'est celle que nous, on a inventée avec des amis, tu vois. Et donc, c'est des trucs qui sont à la fois barrés, mais qui sont aussi drôles, où tu as des objets, puis tu tires des cartes. Sois conscient de ta propre respiration. Utilise la magie des tissus. Laisse venir le chant. N'oublie pas d'exister. Utilise l'amour universel. Ouais, donc voilà, t'as des trucs qui sont un peu en mode babos, mais ça vient plutôt mettre de l'humour, tu vois. Et souvent, on propose des objets aux gens pour jouer avec ça. Ça, c'est la fake thérapie. Ouais. Ok. La magie des couleurs. Améliore ce qui est en train de se passer. Ouais, du coup, ça soutient des gestes d'improvisation, quoi. Trop bien. Donc, t'as des outils. Oui, du coup, on a inventé des cartes, des petits dessins. Vous n'avez pas tout fait à la main, quand même. Non, ça c'est des petits dessins à moi, mais après, l'écriture, c'est d'une pote, Virginie, Thomas, et c'est de la Riso, c'est une autre pote à Marseille qui a fait les cartes. Donc, vous avez plusieurs jeux de cartes. Ouais, on en a plein. Ouais. Le même exemplaire, ouais, mais voilà. Ouais. Trop bien. Plus, et on a d'autres jeux encore. Mais ça c'est ce qui fait partie du dispositif Caring Banquise. D'accord. Tu vois, en fait, mais moi j'ai une boîte, c'est comme si j'avais des jeux, tu vois. Tu veux du sucre ou pas? Non, merci. Tiens. Et ben ça, c'est juste... Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la question du care, avec le terme anglais, quoi, en tout cas, d'avoir un petit peu lu, pas mal discuté autour de cette notion de care, il y a aussi toute cette valorisation des gestes invisibles, que le soin, c'est pas juste l'application d'une ordonnance ou d'une intervention ou un protocole interventionniste sur quelqu'un qui s'appellerait un patient, mais qu'une relation de soin ou d'attention, ou qu'en tout cas dans la notion de care, il y a beaucoup plus on va dire, cette considération des gestes invisibles, de l'attention, d'un rapport à l'autre qui est beaucoup moins monnayable, quantifiable, mesurable. Et du coup, à travers ce terme, il y a aussi, plein de valeurs féministes, en fait. Il y a des choses qui ne sont pas rémunérables dans la société, alors qu'en fait, on en a beaucoup besoin. Il y a des communautés de gens qui tiennent autour de valeurs matérialistes et du travail, mais peut-être que ces communautés-là, en tout cas, il y a dans les familles ou dans les communautés, il y a les personnes qui font un travail du lien, qui font un travail du care et qui ne sont pas toujours rémunérées pour ça. Mais si les communautés, les liens, les familles inventées ou recomposées de liens de sang ou pas, en tout cas, dans les systèmes de parenté, pour que ça tienne, il y a un travail du registre du care et de l'attention. À remettre au centre. À visibiliser, en tout cas. Et donc, dans le travail qu'on a fait autour de Caring Banquise, cette relation
par exemple, qu'on appellerait... Enfin, il y a un travail sur ce qui n'est pas forcément visible, quoi. Et moi, j'aimerais bien qu'on... Parce que tu es quand même danseuse et tu travailles beaucoup avec le corps. Ouais. Et j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur... c'est quoi prendre soin dans tes pratiques de somatique? Enfin, on va dire, voilà, les ateliers de danse, les workshops, ce serait mon cadre d'exercice, quoi. Oui. J'ai pas de cabinet comme un docteur, par exemple. Oui, non. Et du coup, j'ai l'impression que ce qui peut permettre d'accéder à une dimension soignante, même si moi, je suis bien incapable de juger est-ce que ce que je propose fait du bien à l'autre, je suis incapable de le dire. Il y a quelque chose d'hyper intime, finalement, dans c'est quoi qui nous fait du bien, c'est quoi qui nous fait pas du bien. Mais là où j'exerce mes compétences, dans les cadres d'ateliers, de workshops, justement, j'ai l'impression qu'il y a la notion de cadre, et que, par exemple, un contexte favorable, ce serait de donner des informations sur la temporalité. Enfin, si je parle des conditions, quoi. Oui, pour que ce soit sécure. Oui, voilà. Du coup, ce serait donner des repères sur la durée. Et essayer de tenir cette durée-là, ou de quand je m'en rends compte, j'essaye de partager l'info avec les gens qui sont dans l'atelier de danse, de dire que si je suis là, si je suis en train de prendre du retard, d'en informer les personnes. Par exemple, quand je vais chez le médecin, je veux bien attendre un peu, mais j'ai pas non plus envie d'attendre et qu'on me dise rien. Et ça, par exemple, des fois, je trouve que ça crée de l'insécurité, ou que ça crée un espèce de rapport de force, où tu as des médecins, ou à Marseille, là, je me souviens d'un psychanalyste, tu as des gens qui étaient fans de lui, mais il te fait attendre... Enfin, la notion d'attente, en fait, elle peut... un rapport de pouvoir. Elle peut créer un rapport de pouvoir. En tout cas, du coup, voilà le rapport à la durée. J'ai l'impression des informations sur l'espace pour pas se faire mal, pour pas abîmer l'espace, pour comprendre s'il y a des choses fragiles. Donner aussi un temps de parole pour que les personnes puissent énoncer s'il y a besoin que les autres personnes portent attention à une partie de leur corps. Donner un temps de parole pour que les personnes puissent nommer quelque chose qui leur permette d'arriver un peu plus. Et des fois, c'est nommer quelque chose qui est relatif au corps, mais des fois, c'est relatif à son état d'esprit, son émotion, dans le sens que du coup, la personne, elle est invitée dans son intégralité, dans son intégrité. Et du coup, parfois, nommer quelque chose sur son état d'esprit ou sur dans quel état émotionnel on arrive, c'est plus important que de nommer une fracture du tibia, par exemple. Oui, ça permet de le laisser aussi en arrière, aussi, ouais. de le déposer. Quoi. Ouais, voilà, ouais. Donc, j'ai l'impression que c'est amener des outils comme ça qui permettent d'arriver plus dans le présent. Et puis après, oui, il y a des petites règles sur la question du consentement. En général, les gens qui viennent dans mes ateliers savent qu'il y a quand même de fortes chances qu'à un moment donné, on se touche. Et s'ils ne le savent pas, et s'il y a des personnes nouvelles qui arrivent, j'essaye de le rappeler. Et que même si ça fait partie des outils qui sont quasiment toujours là dans mes pratiques, ça ne veut pas dire qu'après, on ne remet pas en jeu des discussions autour du consentement. C'est-à-dire qu'on peut venir dans un espace que je guide... mais on peut... il y a une invitation à pouvoir remettre en question... on peut avoir envie... On peut être OK pour être touché, mais pas par tout le monde. Donc il y a toujours faut toujours remettre en question un peu cette question-là, voir avec qui on a envie de pratiquer, pas pratiquer. Mais du coup, ça peut être un espace pour certaines personnes, toi, tes espaces que tu proposes, un espace où tu découvres ce que c'est de se voir questionner sur ce dont on a vraiment envie ou besoin, oui. quoi. Oui. Oui, du coup, c'est déjà un apprentissage où ça peut déjà être une expérience nouvelle pour certaines personnes que de devoir se poser la question de est-ce que j'ai envie d'être touchée par l'autre ou pas. Et est-ce qu'il y a des parties de corps où j'ai pas envie qu'on me touche?
Est-ce qu'il y a des parties où j'ai envie qu'on me touche, où c'est ok? Et puis il y a aussi une forme de tension, pas paradoxale, mais en tout cas complexe dans le fait que, par exemple, dans le contact improvisation, on utilise souvent le toucher et quand on le pratique dans un cadre voilà, vraiment safe et sécure, moi j'ai l'impression que ça me permet que toutes les parties de mon corps elles soient désexualisées, que quelque part ma peau et mon corps deviennent presque d'usage public. En tout cas, moi j'aime vachement. Pour moi, ça a été un espace j'ai la chance que pour moi ces endroits-là ont le plus souvent été des endroits très sécures où que j'y ai fait mes armes et que j'ai déployé des outils pour arriver à des endroits de don de moi qui font passer mon corps dans le domaine public. Non mais j'exagère, mais j'aime beaucoup dire ça parce que ça m'amuse de le dire comme ça. Il y a des contextes où où ça me plaît vachement de sortir de la question de l'intime et de la sexualité, et où j'ai l'impression qu'en vrai, moi, dans la société, je trouve pas assez d'espace de réparation, je trouve pas assez d'espace de tendresse, je trouve pas assez d'espace d'amour, je trouve pas non plus assez d'espace de sexualité. Mais en tout cas, dans ceux que je propose, il y a comme une espèce de sortie du privé. Mon corps m'appartient, et en même temps... plus je travaille la manière d'être à l'écoute de mes besoins, de mes outils, enfin, plus j'ai des outils pour justement définir les contours de ce que je veux partager avec les gens, plus je peux me donner de la tendresse, donner du contact, donner du poids, donner de la chair, donner du contour, partager tout ça. Tu disposes de ton corps et tu es en capacité de l'offrir, quoi. Ouais, bien sûr. Quand toi tu le décides. Bien sûr. Ouais. C'est pas tout le temps. Non. Mais que bien sûr, c'est des contextes où... En tout cas, quand j'arrive dans ces états-là, j'ai de l'amour pour moi, j'ai de l'amour pour les autres. Et c'est pas un amour neuneux, mais ce que je veux dire, c'est que je sens... une connexion au cosmos. Oui, mais surtout aussi... au cosmos peut-être, mais aussi à des choses hyper... en lien avec la matérialité du corps de l'autre. J'aime toucher la chair, j'aime sentir le poids de quelqu'un, j'aime lui donner à sentir son propre squelette, sa force. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un empowerment mutuel aussi qu'on peut trouver dans ces espaces-là. Donc c'est pas que un trip cosmique, c'est aussi très concret et matériel de se mettre en contact avec le squelette de quelqu'un. Oui, avec le poids de sa tête. Avec le poids de sa tête, avec le poids de son cul, avec le poids de son... avec le poids de son être, en fait. Ouais, c'est un soin qui est horizontal, quoi. En tout cas, c'est des espaces où j'ai l'impression qu'il y a une notion de réversibilité. On s'amuse beaucoup à échanger les rôles. Il y a souvent il y a des rôles, puis après on s'amuse à les échanger. Et souvent, ensuite, on est pris dans une danse où les deux rôles se jouent en simultanéité. Et où du coup, toutes les histoires de binarité des rôles, suiveur ou guideur, ou la personne qui donne, la personne qui reçoit, ou la personne qui porterait, ou la personne qui serait portée. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'on crée un espèce de contexte où les rôles... dialogue très très vite à l'intérieur de nous et dans le duo ou dans le trio. Donc ça vient soutenir, on va dire, un apprentissage sur des dynamiques de pouvoir, des dynamiques relationnelles. Celle-là, elle s'appelle Air Sculpture. Enfin, Hair Sculpture en anglais, un mauvais accent. Et puis avec nos mains, moi je vais prendre vos cheveux, de tout ce que vous avez comme cheveux, et vous allez prendre les miens, et on va mélanger nos cheveux. Et en même temps, on en profite pour se faire un petit massage de crâne. Est-ce que tu te vois comme quelqu'un qui soigne? Oui, ça, je pense pas que je soigne les gens.
Enfin, déjà, je sais pas si quelqu'un soigne... Enfin, en tout cas, je propose des contextes où les personnes, elles peuvent venir renourrir leur propre relation à ce qui leur fait du bien. Toi, tu as une approche Feldenkrais, et ça, c'est officiellement, officieusement, c'est thérapeutique. Et ben, en même temps, le Feldenkrais, donc pour les personnes qui nous écoutent, le Feldenkrais, c'est ce qui s'appelle une technique, une pratique somatique. Ouais. Et du coup, j'en profite pour sortir mon ordinateur et partager une définition des pratiques somatiques que j'aime bien. Pour ça, il faut que je mette mes lunettes. Alors, j'ai pris ça sur Internet il y a quelques mois. Les pratiques somatiques sont un ensemble de pratiques corporelles, parfois aussi nommées psychocorporelles, dont l'émergence commence au tournant du 19e et 20e siècle et qui continue à se développer jusqu'à aujourd'hui. Le terme de somatics, proposé dans les années 70 par Thomas Hanna, 1928-1990, pour désigner l'ensemble de ces techniques, veut signifier la prise de distance avec les approches dominantes du corps, qu'elles soient médicales, biologiques ou sportives. Parfois nommées d'après le nom de leur fondateur, comme justement la méthode Feldenkrais. La méthode Feldenkrais, ça vient de quelqu'un qui s'appelle Moshe Feldenkrais, mais il y a aussi d'autres méthodes qui portent le nom de leur fondateur, comme Alexander, comme Danny Bois. Alors ça, c'est que des hommes, mais bon, ça c'est... T'as d'autres techniques comme par exemple le mouvement authentique, qui est plus raccroché à deux femmes, Janet Adler et Mary Whitehouse. En tout cas, c'est des disciplines proches. Et après, tu as aussi d'autres pratiques somatiques qui sont nommées pas avec le nom de leur inventeur, comme le Body-Mind Centering. Et après, tu as d'autres trucs que je connais pas, l'idéokinésis, ça je connais pas bien. Puis tu as d'autres techniques encore, j'ai pas tous les noms. En tout cas, c'est des pratiques qui se situent aux marges des savoirs dominants de leur époque, en dialogue avec le monde médical, scientifique, mais aussi économique ou encore artistique. Dans ce dernier domaine, ainsi que sur le plan pédagogique, et c'est là où je me sens concernée, ces pratiques sont souvent investies d'un projet critique à l'endroit de la reproduction des esthétiques et des cadres formels installés, c'est-à-dire l'enseignement des pratiques somatiques est un peu différent d'un enseignement traditionnel. Par exemple, les pratiques somatiques enseignées avec de la danse, du coup, transmettent un rapport à la danse qui est expérientiel, qui est expérimental. On n'est pas dans la monstration de quelque chose. On n'est pas dans la performance, on n'est pas dans le beau, dans le bien. En tout cas, ça vient défaire cette question du beau par rapport à la danse classique. On va dire qu'il y a une esthétique qui est posée, qui doit être reproduite par tout le monde. Il y a une manière de se tenir qui doit être reproduite par tout le monde. L'enseignement du classique, du coup, on est dans la reproduction d'un modèle. Et dans l'enseignement des pratiques somatiques, en général, on n'est pas dans la reproduction d'une manière de faire. Ça ne veut pas dire que ça ne crée pas parfois des manières où il y a des formes d'homogénéisation qui adviennent, mais c'est quand même des manières de transmettre, oui, qui viennent pas, qui remettent en question des modes de transmission plus traditionnels qui auraient pour viser de fabriquer de l'identique, quoi, la question d'un même corps. Donc ça met le sujet au centre avec sa propre expérience. Ouais, carrément. Ouais. Et pourquoi j'ai commencé à lire ça? Parce que tu m'as dit que je faisais du Feldenkrais. Ouais, je t'ai dit, est-ce que tu te vois comme quelqu'un qui soigne et comme le Feldenkrais, il me semblait que c'était une pratique thérapeutique ou c'est comme ça pour pas mal de gens. Toi, en tout cas, quelle est ton approche de cette en tout pratique cas, somatique? le Feldenkrais, c'est assez récent dans mon parcours. Là, moi, je suis en formation, je suis en 3e année. Et après, le Feldenkrais... ça a la particularité ils veulent pas se nommer comme une pratique thérapeutique. Okay. Mais je pense que c'est pour des histoires de légalité, de législation. Alors après, ils ont un copyright, ça c'est encore autre chose, mais en tout cas, on dit
que ce ne sont pas des thérapeutes Feldenkrais, mais des praticiens Feldenkrais. Et que, bien sûr, l'idée, c'est que si moi je donne une séance individuelle à quelqu'un, c'est vrai que j'ai plutôt l'intention que cette personne, elle reparte avec du plus que du moins. C'est plutôt mon intention. Mais je peux pas... voilà, ça va pas être... Je vais pas appliquer un remède magique, quoi. Sur un symptôme. Ouais. Il y a un truc qui m'a plu dans ce que tu dis, c'est l'activisme par la tendresse. Ça rentre dans le soin. En tout cas, c'est un terme que j'utilise parfois avec des collègues autour de Kering Banquise, mais pas seulement. Je pense que ça vient aussi... je pense que c'est une manière de vouloir rejoindre, questionner des histoires de militantisme et d'activisme. C'est de vouloir... moi, en tout cas, je valorise vachement la notion de colère, de lutte, de résistance. J'ai pas du tout envie d'être dans un rapport idéaliste en tout cas, je suis pas j'ai envie de défendre une forme de tonicité et de ténacité dans des rapports de lutte et de militance. Et en même temps, je vois qu'il y a ce rapport de tendresse qui m'importe. Et que peut-être que là où moi je me sens bien dans la vie, c'est de faire cette jonction entre des rapports de lutte et de tendresse. Enfin, dans le sens où, je veux dire, il y a des gens qui sont meilleurs que moi pour aller au front, pour faire des actions plus... je pourrais dire au front, quoi. Moi, je suis sur un autre front, quoi. Je suis sur un... C'est l'arrière-garde. Ouais, et en même temps, je sais pas, tu vois, là, j'ai l'impression que ça, c'est des visions aussi plus traditionnelles, 14-18, les hommes à la guerre et les femmes à l'infirmerie, quoi, tu vois. Oui. Mais du coup... Mais on ne peut pas dire que tu repolitises la tendresse. Ben, en tout cas, je sais pas si je le fais, mais oui, mon idée, oui. Enfin, en tout cas, oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose de mon histoire qui fait que j'essaie de trouver de la tendresse ailleurs que dans la famille nucléaire. En tout cas, ça, c'est sûr. Et ailleurs que dans le couple. Hétérosexuel. Voilà. Et le couple. Ouais, voilà. Donc c'est à cet endroit-là que j'ai envie de... Tout à l'heure, je parlais de... Oui, de... En tout cas, oui, de sortir la tendresse de la question du privé et de l'intime. Et de chercher une forme de tendresse sociale, quoi. Des formes collectives de tendresse. Ouais. Et après, je suis pas je suis pas si douée pour partager de la tendresse en dehors des cadres. En tout cas, finalement, dans la vie sociale, je suis quelqu'un d'assez timide. Je me rends compte que oui, malgré moi, l'endroit où j'arrive à le plus être en lien, ça reste des espaces hyper privilégiés. Enfin, hyper protégés. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas... Tu parles des espaces que tu construis, en fait, où tu crées des espaces de partage, de danse, de bien-être, et voilà, c'est ça dont tu parles. Je sais pas si c'est privilégié ou si c'est juste... Ouais, dédié. En tout cas, dédié, voilà. Oui, c'est vrai que pour l'instant, oui... Tu as créé cet espace. Ouais, c'est créer des espaces où on peut se dédier à ces pratiques-là, quoi. Ouais. Oui, au-delà du spectacle, du divertissement, de tout ce qui peut se faire socialement là maintenant, quand les gens sortent de chez eux. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup d'espace de tendresse, quoi. Ouais. Et après, quand je dis tendresse, c'est dans un sens qui dépasse la question de... La question, c'est pas de se faire des câlins, quoi. Enfin, voilà, c'est aussi pour... c'est pas le monde des bisounours, quoi. C'est pas...
c'est pas une salle où les gens se câlinent et font des câlins. Enfin, j'ai l'impression tas de bisous, quoi. Oui, c'est une tendresse, il y a une dimension plus vaste aussi à la question de la tendresse, quoi. D'attention, de Ouais, c'est ça. bienveillance, Ouais. d'écoute. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, je travaille à partir de la danse. La question du corps en mouvement, elle est très présente. Après, ouais, la question de l'attention au corps et au mouvement, elle participe de l'activité, quoi. C'est-à-dire que c'est des niveaux de conscience aussi un peu modifiés qui viennent soutenir la danse, l'improvisation. Du coup, finalement, le corps et l'esprit sont... Enfin voilà, c'est plutôt une histoire de présence. Et j'aime bien aller dans vraiment... oui, goûter la matérialité d'un corps, comme on disait tout à l'heure, avec le poids, le squelette, la peau. Être dans quelque chose parfois très concret, très direct, en fait, entre nous. Et puis, bien sûr, il y a le langage aussi qui accompagne la guidance ou le domaine des mots, on va dire, vient accompagner aussi les ateliers. Et où du coup, il y a une forme d'écoute qui est un peu flottante, qui permet aux participants, participantes de choper un peu les mots et le langage qui viennent résonner chez eux, et que du coup, finalement, j'ai l'impression que ce type d'atelier s'adresse à pas qu'au corps, mais à l'intégralité de la personne, quoi. Et que j'aime bien aussi parfois... du coup, il y a tout l'aspect très concret, quoi, du corps et de tout ce qui tient de nous sous notre peau. Et puis, il y a tout ce qui est le travail d'ouverture des perceptions, c'est-à-dire de comment sentir au-delà de la peau, sentir les autres personnes dans l'espace. Donc, ouvrir, on va dire, à une capacité de voir les gens qui sont dans notre dos. Est-ce que c'est les voir? Est-ce que les sentir? Est-ce que c'est les sentir? Donc ça, c'est plus un travail sur la perception qui vient du coup troubler et élargir la question de notre présence. Quand tu interviens dans les hôpitaux, tu vois des publics qui n'ont pas forcément l'habitude de se connecter à leur corps, oui. d'avoir une conscience corporelle. Donc, En tout cas, je rencontre des personnes qui peuvent avoir des parcours très différents dans la relation à l'expression corporelle et ou à la danse. Du coup, à chaque fois, j'essaye d'adapter quand même mon langage et ce que j'ai à proposer. Et puis, en tout cas, le fait d'avoir mis du temps à me sentir légitime à l'endroit de la danse contemporaine, blablabla. Enfin, en tout cas, c'est sûr que comme je me suis considérée comme autodidacte pendant longtemps, je pense que ça m'aide à transmettre d'une manière qui favorise le plaisir, la sensation interne, qui vient légitimer les personnes dans leur manière de faire. Et que sûrement que moi, d'être passée par ce parcours d'autodidacte, ça me sert de levier pour embarquer des personnes avec moi qui ne sont pas des professionnels. Disons que ça fonctionne bien, puis des fois c'est plus difficile, mais ça dépend d'où viennent les gens, puis ça dépend aussi, je sais pas, quand on donne des ateliers, des fois avec des publics qui ont
très peu l'habitude d'être en mouvement et de sentir leur propre corps, du coup, ça va dépendre aussi du nombre. Voilà, est-ce que c'est une séance d'1 heure? Est-ce que c'est une séance de 2 heures? Est-ce qu'on peut avoir plusieurs séances avec un groupe de personnes? J'ai l'impression que l'impact, il est différent et que via la répétition, si c'est juste de l'initiation, voilà, c'est de l'initiation et ça a la valeur que ça a. Ça veut dire que même en une séance, il se passe quand même quelque chose. Sûrement, mais après, ça m'arrive pas souvent de faire une seule séance. Enfin, parfois, ça m'arrive quand même, mais oui, c'est toujours mieux de rencontrer des groupes ou des personnes plusieurs fois. Mais c'est pour mon plaisir personnel aussi, quoi, d'avoir l'impression de rencontrer quelqu'un. De les voir aussi évoluer, apprendre, se déplacer. T'es plus dans un processus, quoi. Ouais. Moi j'ai l'impression que ce serait pas mal pour clôturer, faire une guidance. Du coup de proposer une petite expérience. Ce que je peux juste proposer, c'est un standard des pratiques somatiques. D'accord. Et quand je dis le mot standard, justement, c'est une manière de blaguer avec le fait que en tout cas, oui, il y a des choses qui reviennent et il y a quand même des espèces de gammes dans les pratiques somatiques. Oui. Et du coup, sur cette notion de... On aurait pu le faire au début, mais ça va être bien, ça va être pour la fin, en fait. Pourquoi pas, ouais. Oui. Et du coup, on peut considérer qu'on commence. Et que du coup je vais continuer à parler et que toi Fernande tu vas pouvoir fermer les yeux ou les ouvrir comme tu as envie et moi je vais parler en fermant ou en ouvrant les yeux et puis vous qui écoutez vous pouvez écouter en ouvrant ou en fermant les yeux et on peut se dire que ça va durer 5 minutes et du coup déjà considérer l'endroit où vous êtes maintenant, dans la salle, le salon, la cuisine ou la chambre dans laquelle vous êtes ou dans la voiture. Et vérifier si vous êtes assis ou allongé au bon endroit dans cet espace. Donc la première chose à faire, ce serait ça, se poser la question et regarder autour de soi pour sentir si vous êtes à un endroit confortable pour m'entendre et pour vous déposer, vous sentir vous. Et si c'est pas le bon endroit, du coup de changer de position, changer d'endroit ou changer la manière dont vous avez posé vos mains ou vos bras. Et du coup, c'est déjà avoir ouvert une petite fenêtre de sensations pour checker quoi. Est-ce que je suis au bon endroit là, juste pour cette expérience? Et c'est quoi en fait qui peut m'informer que je suis au bon endroit? Par exemple, est-ce que pour être là où je suis maintenant, j'ai l'impression de faire des efforts pour tenir ma tête et tenir ma nuque? Ou est-ce que j'ai l'impression de faire des efforts pour tenir mes jambes là où elles sont? Et est-ce qu'il y a un endroit où je peux faire moins d'efforts? Et du coup, on peut aussi se poser la question de c'est quoi un effort? Ou c'est quoi une tension dans un muscle? Ou est-ce que par exemple me rendre compte que je respire pas bien finalement? Est-ce que ça c'est une manière de me rendre compte que ça veut dire que peut-être je suis tendue?
Ou peut-être pas, hein, mais... Et donc je peux vérifier aussi où sont mes mains, juste pour sentir où elles sont. Où sont mes pieds. Et c'est quoi les parties de moi qui se touchent entre elles, ou les parties de moi qui me touchent, je me touche. Se rendre compte que des fois, poser les mains sur ses cuisses, ça nous fait du bien. Moi, par exemple, je suis quasiment en boule sur une chaise, et c'est une manière de me tenir. Je me tiens moi-même. Et vous vous tenez d'une certaine manière. Et ça me fait penser à un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Mais j'ai un peu oublié la précision de l'extrait, mais c'était quelque chose sur justement comment, avec les pratiques somatiques ou le contact improvisation, on apprend à... En tout cas, avec certaines pratiques somatiques, on apprend à se tenir soi-même debout. On réapprend à se tenir soi-même debout. Avec le contact, moi j'aime bien pratiquer, apprendre à tenir à plusieurs ensemble debout. On peut s'appuyer l'un sur l'autre. Et là, en tout cas, on peut sentir voilà, sur quoi je m'appuie. Je m'appuie sur des parties de moi. Je m'appuie peut-être sur une chaise. Cette chaise, elle s'appuie sur un sol. Et là, Fernande et moi, on partage le même sol. C'est un tatami. C'est un petit tatami dans mon salon. Et du coup, le fait de nommer ça, par exemple, on prend conscience qu'on a des appuis communs. Et ça, c'est par exemple une manière de se sentir à la fois, de ralentir aussi le temps, les perceptions, et de se sentir en présence et en lien. Mmh. Voilà, ça j'ai l'impression que c'est le type de paroles et de moments qui peut aider parfois ou à arriver dans un atelier, ou à finir, ou à être le début d'une danse ou de... Ou à se reconnecter à soi-même. Mm-hmm. Tu t'es jamais demandé si tu faisais de la méditation pleine conscience? En tout cas, je pense que ça participe de... Moi, j'ai jamais pris des cours qui s'appelleraient méditation de pleine conscience, mais ouais, je pense que quand on danse et qu'on est dans des rapports où on essaye d'être assez affûté sur qu'est-ce qu'on est en train de sentir, d'observer. C'est des histoires de où est-ce que je suis en train de mettre mon attention, mon observation. Merci Mathilde. Merci Fernande. Merci. C'était Architecture du trouble, une émission qui explore la santé à partir des récits, des pratiques et des tensions qui la traversent, pour rendre ces récits audibles et penser la santé autrement. Retrouvez tous les épisodes en écoute et en téléchargement sur le site de Radio Zindine.